Le cercle RH, notre débat sous forme aujourd'hui de grand entretien. On a le plaisir d'accueillir Gilles Gatto. Bonjour Gilles Gatto. Bonjour. Merci de faire un détour par le plateau de Smart Job, émission consacrée à l'emploi et aux ressources humaines en plein cœur. Vous êtes le directeur général de l'APEC. Quelques mots sur votre parcours parce qu'il est très intéressant à la fois dans le privé, RH chez Air France, et puis aussi une carrière plus institutionnelle aux côtés de Michel Sapin, le ministre de l'économie, Lionel Jospin, passant par la NPE. On appelait ça encore la NPE à l'époque, je crois que c'est 93-97 dans ce parcours. Et puis économiste de formation, ce qui évidemment donne comme ça une ossature, une structure à l'action que vous menez aujourd'hui à l'APEC. Vous êtes arrivé, vous êtes un jeune directeur là, l'APEC. Je suis arrivé il y a un peu plus d'un an, en juillet l'année dernière. C'est ça, juste entre deux Covid. Voilà, juste quand on réouvrait les centres. D'abord, un petit mot, Gilles Gatto. Il y a ce baromètre qui va sortir aujourd'hui et qu'on va dévoiler. C'est un peu les chiffres attendus de la rémunération des cadres par secteur. On va voir que tout ça est relativement stable, mais qu'il ne faut pas s'attendre à de grosses augmentations globalement. D'abord, un petit mot sur l'APEC. Parce que c'est vrai qu'on connaît tous, nous les cadres, l'APEC, on connaît cette marque, mais on ne sait pas comment elle est constituée. J'ai découvert que vous étiez une association et que c'est finalement, elle était le creuset du dialogue social. Oui, c'est un modèle très original, l'APEC, parce que ce n'est pas un organisme étatique. Vous l'avez dit, c'est une organisation paritaire. Elle est gouvernée par les partenaires sociaux depuis son origine, depuis 1966, donc moitié patronat, moitié syndicat, qui composent le conseil d'administration de l'APEC. Et puis, ce n'est pas non plus un cabinet privé, non, parce que c'est une association, vous l'avez dit, qui œuvre au service de l'intérêt général. D'ailleurs, on a un mandat de service public avec l'État qu'on vient de signer pour la période des 5 ans à venir. Donc, c'est un modèle très original sous cet angle paritaire. C'est aussi un modèle très original. C'est le seul, finalement, dans le paysage de l'écosystème emploi, où il y a quand même beaucoup oui, de monde, beaucoup d'acteurs. C'est le seul qui, finalement, couvre la totalité du parcours professionnel, depuis le jeune diplômé oui, qui finit ses études, jusqu'au senior dans les dernières étapes, en passant par toutes les étapes, là où Pôle emploi se focalise sur les moments de chômage, là où les OPCO se focalisent sur les compétences dans l'entreprise. Nous, on est aussi bien les cadres actifs, les cadres en recherche d'emploi, les jeunes diplômés, les fins de carrière. Il faut le préciser, ce n'est pas uniquement pour les cadres en recherche d'emploi, c'est aussi l'accompagnement dans les entreprises, c'est du conseil aussi. La moitié des clients de l'APEC sont des cadres qui ont un job. Et que vous allez accompagner absolument, dans leur évolution professionnelle. Ou dans leur évolution professionnelle. Un petit mot, parce que vous qui lisez peut-être les échos attentivement, vous avez signé un papier avant d'aborder tous ces sujets importants qui sont les rémunérations des cadres. Et on parlera des femmes, parce qu'elles ont été sérieusement ébranlées par cette crise Covid, et on reviendra dans le détail. Mais cet article passionnant, qui est un point de vue, dans la page débat des Échos, où vous dites quand même d'une manière très claire que les plans sociaux qui vont arriver risquent d'abord de toucher les seniors. Alors c'est un sujet qui nous touche beaucoup, puisqu'avec la NDRH, avec des associations, on a beaucoup parlé de cette question. Vous avez une inquiétude particulière là, dans cette rentrée, que finalement ce soit les seniors qui soient ciblés en premier ? Oui, parce que c'est plus facile. Parce qu'il y a un consensus qui peut se faire autour de cette idée dans les entreprises, que ce sont les plus anciens qui partent, parfois eux-mêmes aspirent à partir. Et c'est toute cette tendance qui est quand même malheureusement très française, parce que nous savons que nous partons d'un point de départ où la France se singularisait dans les grands pays, le taux d'activité des seniors les plus faibles. On avait remonté une pente depuis un certain nombre d'années avec cette idée que la vie professionnelle s'allongeait à mesure que la vie s'allongeait, que c'était ça la tendance et c'était le mouvement. Je crains que cette crise ne marque un pas en arrière sur cette question parce que, encore une fois, il y a une espèce de réflexe, mauvais réflexe, de concentrer sur les plus expérimentés, les plus seniors, les départs. Je me tourne vers celui qui a été un conseiller, un chef de cabinet d'hommes politiques, de ministres éminents et de l'économie. Est-ce qu'il faut une loi ? Est-ce qu'il faut légiférer sur cette question des seniors où on laisse, parce que c'est un vrai débat économique, on laisse l'entreprise décider de se séparer ou pas de ces seniors ? Qu'est-ce qu'on fait là, concrètement ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, le directeur général de l'APEC, organisme paritaire... Bien sûr, et une neutralité absolue. N'a pas d'idée sur cette question. En tant que DG de l'APEC, les partenaires sociaux, patronat et syndicats, ont à s'exprimer sur ces sujets. D'ailleurs, ils le font. Et ils font des propositions. Donc, je ne veux surtout pas m'immiscer dans ce débat. Après, ce que j'observe simplement, vous l'avez dit, j'ai vous signez une tribune à beaucoup
de politique publique sur le sujet. On a eu des périodes où il y avait des dispositions législatives. On a eu des périodes de type pénalisation quand on se séparait d'un senior. Ça on coûtait appelait plus cher. ça l'amendement de Lalande pour les anciens. Exact. Et puis, on a eu des périodes où, au contraire, c'était des incitations sous forme d'exonération de cotisation quand on embauchait un senior. Et on voit que, dans le fond, au-delà de tout ça, ce qui est le plus fondamental, c'est de changer le regard. Aujourd'hui, il y a un regard... Et le mot, peut-être. Et le mot, pourquoi pas, des cadres expérimentés ou très expérimentés. C'est comme ça que nous en parlons à l'APEC. C'est pas une question d'âge et derrière il y a beaucoup d'expérience, mais changer ce regard parce que on a fait une enquête très intéressante il y a quelques mois auprès des managers de proximité qui encadrent des cadres très expérimentés, seniors, on va dire entre 55 ans et 65 ans, et qui montrent que ils les trouvent engagés, impliqués, qui sont plutôt des facteurs d'ailleurs de régulation dans une équipe. Donc ça tord le cou à des clichés, dans les moments en fait. de crise. Donc derrière, il y a le cliché, ils ne s'adaptent pas, ils sont fatigués. Ouais, il ne sait pas aller sur Internet. C'est pas une réalité. Et encore une fois, après 55 ans, on a encore un quart de sa carrière à faire. Un cadre aujourd'hui, 43 ans de vie professionnelle à faire pour une retraite à taux plein. Quand vous démarrez à 23 ans après les études, ben voilà, vous les 65 ans, l'âge pivot, on y est déjà. Oui. Donc, à 55 ans, 10 ans de carrière à faire. Et je ne vous lance pas évidemment sur le débat des retraites, puisque une neutralité absolue du directeur de l'APEC, on l'aura bien compris, mais il y a le débat évidemment des réformes des retraites et du travailler plus longtemps qui est posé évidemment. Fermons cette page, le baromètre. Alors c'est le baromètre 2021 des rémunérations des cadres, rentrons dans... Alors c'est très attendu ce baromètre, parce qu'il est référentiel dans le milieu professionnel, chez les journalistes, le baromètre fait figure de référence. D'abord, le grand trait de ce baromètre, pour les cadres, c'est qu'on est stable. 50 cas depuis 2018, en moyenne, salaire médian. Ça ne va pas progresser. Alors, pour 2020, c'est fait. C'est un regard rétrospectif. Pour 2021, on va voir. Il y a des choses qu'on attendait et des choses qu'on attendait moins. Dans ce baromètre, vous l'avez dit, c'est un rendez-vous annuel. Donc, c'est le moment de repérer un peu les tendances. On s'attendait finalement à ce coup d'arrêt dans la dynamique salariale des cadres, ça, en période de crise, c'est pas étonnant. On a moins de cadres qui ont été augmentés l'année dernière que les années précédentes. 38%, c'est 10 points de moins que les années précédentes. Par contre, il y a quand même quelques éléments de surprise, des bonnes et des moins bonnes. On commence par les bonnes ? Alors, on peut commencer par les bonnes. Par exemple, les rémunérations variables. Voilà typiquement des ajustements possibles pour les entreprises dans la crise. Eh bien, les rémunérations variables des cadres, en moyenne, évidemment, ça dépend des entreprises, mais en moyenne, ont été aussi importantes en 2020 qu'en 2019. Donc, les entreprises n'ont pas sacrifié. Alors, parfois, elles n'avaient pas le choix. Ce qui est intéressement, participation, ça se rapporte au résultat de 2019 qui était très bon. Il fallait bien sûr verser ce qui était prévu. Ce qui sera moins bon pour 2022. Mais par contre, en 2021, sur les résultats de 2020, on aura sans doute des choses moins fortes. Mais sur le reste des bonus, qui sont plus discrétionnaires ou à la main du management, eh ben, manifestement, il y a eu un choix de pas massacrer cette rémunération variable. La notion de télétravail, la PEC, je dirais, dans cette étude, dans ce baromètre, on ne le sent pas. On est sur le salaire, on est sur les médians, on est sur les tranches d'âge. Et c'est d'ailleurs très, très intéressant. Le télétravail est en train de bousculer le modèle des cadres, parce qu'ici, sur ce plateau, on a des experts qui nous disent les cadres partent, ils ont l'envie de verre, ils veulent partir loin, ils veulent plus rester en Ile-de-France. Vous le ressentez, ça ? Oui, on le voit tous les jours dans les centres APEC. Moi, je circule pas mal. Et dans beaucoup de centres, on a ces afflux de cadres franciliens qui viennent et qui cherchent pour eux-mêmes. Donc ça bouge, ils ont envie de partir. Aussi. Voilà. Après, il y a forcément un peu de distance entre le rêve et la réalité, entre ce qu'on va vraiment pouvoir trouver. Ce qui est sûr, c'est que le télétravail bouscule, redistribue les cartes à la fois d'organisation du travail dans l'entreprise et du management, ça c'est sûr, et on l'a déjà expérimenté maintenant depuis 18 mois, mais aussi sur le marché du travail, ça on n'en a pas encore vu toutes les implications. C'est-à-dire que quand vous pouvez télétravailler 3 jours, 4 jours, parfois même
sur certains métiers Ouais. davantage On l'a vu en début de d'émission. venir dans son entreprise que 2 ou 3 fois dans le mois. Eh bien évidemment, tout d'un coup, la distance géographique cesse d'être un obstacle. Pour le meilleur, ça peut être un moyen d'attirer dans des zones moins attractives, on va dire ça, des cadres qui ne sont pas obligés de déménager pour s'y installer, ou pour le pire, c'est-à-dire des compétences cadres, ingénieurs, expertes, qui sont aspirées Absolument. finalement par des centres, par exemple en Île-de-France, des gens qui habitent en région, qui n'ont pas du tout l'envie de s'installer en Île-de-France, mais bénéficient. pour un salaire plus élevé, s'il s'agit de télétravailler, d'y aller 2-3 fois par mois. Et ce que je dis par Ils rapport font à le Paris, sacrifice parce que, bien sûr. ça peut être valable sur l'Allemagne, sur la Suisse. Donc on peut avoir demain des phénomènes L'Europe même. d'aspiration Bien sûr. de cadres en télétravail, et tout d'un coup, un expatrié n'est plus vraiment un expatrié, Ah oui. un frontalier n'est plus vraiment un frontalier. Bien sûr. Il travaille pour une entreprise qui n'est plus située sur le territoire. Donc ces Ouais. impacts-là, on ne les a pas encore vus vraiment, mais ils sont devant nous. Mais ils sont en marche. Oui. Internet ayant finalement fait tomber toutes les frontières, parce que c'est de ça dont il est question. On peut effectivement être un cadre à distance en gardant son cadre de vie plutôt agréable en province. Ce qui est intéressant dans l'étude, j'allais dire que c'est plutôt une tendance assez lourde chez les cadres, c'est quand on bouge, et on l'entend souvent, le manager vous dit, bah, écoute, sors, va prendre plus de salaire à l'extérieur et puis tu reviendras chez nous quand tu as été augmenté. C'est ce qu'on entend et on l'entend souvent. Et là, on le voit, 66% des cadres ayant changé l'entreprise en 2020, sans période de chômage, ont vu leur rémunération augmenter. Ça, c'est intéressant. Oui. Ça c'est assez classique. C'est assez classique et la crise n'a pas changé ça, et ils ont été augmentés autant que les années précédentes, ce qui signe d'un marché du travail où il y a toujours des tensions, même en 2020, même avec ce confinement, même avec tout ce qu'on a vécu, il y a eu des tensions. Et les mobilités, certes moins nombreuses qu'à l'habitude, on a 6% de cadres qui ont changé d'entreprise l'an dernier. Pied sur le C'est frein. le chiffre le plus bas depuis 15 ans. Hein. Sécurité. Donc, un peu moins parce que un peu de sécurité, beaucoup d'incertitudes, on attend de voir. Mais pour ceux qui ont fait ce pari, ça a été payant. Mais c'est un pari, effectivement. Une parenthèse, parce que je veux qu'on parle des femmes, il nous reste du temps, bien sûr, mais le focus sur les femmes est intéressant. Les métiers de la tech, on a beaucoup d'experts sur ce plateau et de CEO d'entreprises qui nous disent on ne retrouve pas, on cherche le mouton à 5 pattes, on cherche les experts, on ne les a pas. La tech, je la mettrais à part chez les cadres, non? Vous avez cette impression? C'est un secteur sous tension absolue. Oui, et ça, c'était le cas avant la crise déjà. Et encore plus. C'est le cas aujourd'hui, et c'est pas étonnant. La crise n'a pas, par miracle, fabriqué des milliers de data scientists ou d'informaticiens pointus. Voilà. Après, donc on a une question un peu structurelle. On a aussi, sur ce sujet-là, une question de regard sur le recrutement qui doit, nous semble-t-il, évoluer. En tout cas, nous, à l'APEC, au quotidien, quand on accompagne des TPE-PME, notre cible, nous, c'est les TPE-PME. Qui cherchent, ouais. 85% des clients de l'APEC, c'est des TPE-PME. Quand ils cherchent des candidats et qu'on ne les trouve pas parce qu'ils n'existent pas sur le marché, les compétences qu'ils recherchent, ou les grandes entreprises, finalement, Les ont pris. des leviers d'attractivité, évidemment, bien plus forts, eh ben, il faut déplacer un petit peu le curseur, regarder qui on peut faire évoluer, peut-être même de l'interne de l'entreprise, peut-être sur le marché des gens qui vont pouvoir faire la passerelle, mais En formation, pour lequel on va à la fois accompagner et décaler un peu le regard. Il est peut-être un peu plus vieux que ce que j'imaginais, ou au contraire un peu plus jeune, ou moins expérimenté, mais il fera l'affaire. Et au bout du bout, on arrive à réussir beaucoup de recrutements, y compris réputés difficiles, voire impossibles. on ne fait pas la fine bouche, pour le dire un peu abruptement. C'est-à-dire qu'on s'adapte aussi à la configuration d'un marché. Oui, sans forcément baisser son niveau D'exigence. d'attente finalement, mais en se disant que d'autres personnes que des gens opérationnels à 100% demain matin peuvent faire l'affaire, parce que c'est pas demain matin, mais après-demain ils seront à 100%. Et c'est le bon choix, parce que sinon on ne trouve pas, ou alors il faut grimper les salaires. On est dans une forme de compétition De surenchère, bien sûr. et de surenchère qui Oui. devient problématique pour Oui. les TPE-PME. Oui, la force est plutôt du côté des ingénieurs, ou en tout cas des salariés de la tech. Là. C'est plutôt eux qui ont la négociation en main, quand même. Oui, c'est clair. Après, le salaire est un des critères. C'est
pas le seul. C'est vrai. On cherche de la qualité de vie, on cherche de l'équilibre vie professionnelle, vie familiale, on cherche des options de télétravail. Aujourd'hui, c'est clairement un critère de choix. Si on ne le met pas dans le contrat, c'est une erreur. Donc il n'y a pas que le salaire. Oui, c'est vrai, il y a tout ce qui entoure le contrat. Un dernier chiffre sur les cadres, 43% de ces cadres, dans votre baromètre, comptent demander une augmentation en 2021. C'est-à-dire, globalement, on leur a dit, c'était une année difficile, on a un peu tiré la langue, c'est compliqué. Ce qui ne retire pas que presque la moitié disent, oui, bon, c'est très bien, mais on va quand même demander d'augmentation. C'est vrai, c'est quand même 7 points de moins que l'an dernier. Ça a baissé par rapport à l'an passé. Donc il y a un peu d'autocensure. On verra si dans la réalité, tout ça ne change pas ou n'évolue pas. J'entendais le président du MEDEF, le ministre de l'économie. On voit bien que cette question des salaires, elle revient assez fort. Et peut-être que voilà, si la dynamique je ne suis pas sûr qu'il parlait des cadres, Gilles Gâteau. de croissance se confirme. Je ne parle pas des dirigeants, je parle des cadres. C'est un actif sur 5 en France. C'est vrai. C'est pas les cadres dirigeants, qu'il n'y ait pas de malentendu. Non. J'ai plutôt l'impression qu'il parlait aussi des bas salaires, en tout cas des salaires légèrement au-dessus du SMIC. Sans doute, et c'est tout à fait légitime. Mais simplement, l'ensemble de la hiérarchie des salaires va sans doute évoluer. On a ces problématiques de première ligne, deuxième ligne qu'il faut adresser. Ça n'empêche que du côté des cadres, on attend aussi une reconnaissance. Oui, ils ont travaillé, ils ont fourni un effort pendant cette crise. Certains sont allés au travail, étaient en première ligne aussi pour faire tourner notre économie. Alors là, on va faire un focus sur les femmes et j'irai tirer la sonnette d'alarme parce que sur le baromètre, sous-partie de ce baromètre, il y a un focus fait sur les femmes et on voit que l'environnement familial et de travail ne favorise pas, ça c'est très clair dans les chiffres, les évolutions professionnelles des femmes. Qu'est-ce que vous diriez? Que cette crise Covid n'a fait qu'accentuer des inégalités qui étaient là. Il y avait 24%, je crois qu'on est à 20% d'écart en moyenne entre les hommes et les femmes de salaire. Et chez les cadres, c'est quoi? C'est 15%, me semble-t-il? 15%. Le problème, c'est la tendance de résorption de cet écart. On était petitement, finalement, lentement, dans un mouvement malgré tout de réduction de cet écart. Là, en 2019, on était passé de 15% à 13% de réduction de cet écart. C'était encore modeste et c'était encore un début, mais il y avait un mouvement et, pense-t-on, une prise de conscience quand même qui se fait dans le management, chez les RH, partout, du fait que, oui, cette inégalité ne peut pas perdurer et que donc il faut... Oui, mais le Covid arrive. La crise Covid arrive, et là, ce qu'on redoutait un peu l'an dernier, on avait un peu alerté sur le fait que des marges de manœuvre salariales réduites, il ne fallait pas que ça ait comme conséquence d'abandonner cet objectif de réduction des inégalités. Et malheureusement, non seulement on n'a pas progressé pour réduire ces inégalités en 2020, mais au contraire, on a fait un pas en arrière, on est remonté à 15% d'écart salarial, c'est-à-dire c'était vraiment un pas en avant, un pas en arrière, et on se retrouve au même point. Là, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut absolument collectivement prendre en considération comme étant un objectif qui doit résister à ces périodes de crise et s'imposer vraiment comme une exigence. Il y a des chiffres alors, qui sont, j'allais dire, classiques, mais qui ne sont pas bons sur ce qui pèse, ce qu'on appelle la charge mentale sur les épaules des femmes, avec des femmes cadres, 54% des hommes cadres et 78% des femmes cadres, là c'est encore plus intéressant, considèrent qu'une femme qui a des enfants est freinée dans son évolution professionnelle. Mais je voudrais rajouter à cela, qui sont des chiffres qu'on connaissait avant le Covid, qu'est-ce qui s'est passé avec la crise Covid? Pourquoi il y a eu ce creusement des écarts? Qu'est-ce qui s'est passé dans les entreprises? Alors, ça nous a intéressé d'essayer de regarder qu'est-ce qui s'était passé dans la crise, précisément entre hommes-femmes et femmes cadres, pour aller regarder dans le détail et parfois même un peu anecdotique. Par exemple, on a regardé au foyer, à la maison. Donc là, on n'est pas dans l'entreprise, on est dans ce qui se passe à la maison. Mais les deux se mêlaient. Pour le travail, les deux se mêlaient complètement. Voilà. Quand il y avait un bureau, quand il y avait un salon, où est-ce qu'on s'installait pour télétravailler? Eh bien, sans surprise, malheureusement, d'une certaine façon, c'est l'homme. Lorsqu'il y a un bureau, c'est beaucoup plus souvent l'homme qui l'occupe que la femme. La femme, elle est plus dans le salon, dans la chambre, dans la cuisine. Comme elle peut, quoi. Voilà. Donc, il y a quelque part un reflet, finalement, de cet état qui se transpose dans l'espace domestique de la maison. Donc, ça interpelle tous nos comportements. Ce qui est intéressant, c'est que quand on questionne les hommes et les femmes cadres sur... Mais alors,
pour faire évoluer cette situation, qu'est-ce qui doit changer? Le premier facteur qui est mis en avant vraiment massivement chez les hommes et chez les femmes, évidemment dans des proportions plus importantes chez les femmes encore que chez les hommes, c'est le changement des mentalités des dirigeants et des managers. Il y a cette idée que dans le fond, comment faire, on sait comment faire. Ce qui manque, c'est une volonté de faire parce qu'on n'a pas complètement intégré dans nos mentalités ce principe d'égalité qui doit s'imposer. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout pour vous faire sortir de votre rôle de directeur de l'APEC, mais certains militent pour une égalité des salaires hommes-femmes, que la loi impose une égalité des salaires, à diplôme égal, salaire égal. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais la loi l'impose aujourd'hui. Mais elle n'est pas respectée. Dans la pratique, ça n'est pas ça. Donc ce n'est pas juste une question de loi, je pense que c'est aussi ça que nous disent les femmes et les hommes cadres quand ça on suffit les interroge, c'est que la loi, c'est pas, et ils nous disent pas qu'est-ce qui manque en premier, c'est une nouvelle loi. Non, ils réclament pas de ils loi, nous disent c'est vrai. non, c'est une modification des comportements et donc des mentalités qui inspirent ces comportements. Donc pour bien se résumer sur cette question-là, il y a une forme de discrimination conscientisée des managers, discriminant les femmes au profit des hommes, qui viendrait justifier l'écart de salaire, pour essayer d'être plus près de la granulométrie du sujet là. Oui, et que quelque part, l'attendu maintenant pour que cette égalité devienne plus réelle, elle est d'abord sur les salaires. C'est là que c'est censé être le moins compliqué. Derrière le 15% qu'on évoquait tout à l'heure, 15%, c'est entre hommes-femmes et femmes-cadres moyennes. Oui. Quand on affine le diagnostic et qu'on regarde à profil identique en termes de formation, de diplôme, et à poste identique. Donc là, il n'y a plus de questions, oui, mais c'est normal parce qu'il y a plus d'hommes ingénieurs, il y a plus de tension ou informaticiens. C'est des métiers qui sont plus en tension, donc les salaires augmentent plus vite, c'est normal. On neutralise ces effets-là et on fait des choses comparables. L'écart, il se réduit, mais il est toujours de 8%. On a 8% d'écart inexpliqué à poste et responsabilité identique. Et ce chiffre, le tragique de cette affaire, c'est qu'il ne bouge pas, ce 8%, depuis maintenant, à l'APEC, on le mesure depuis 2014. Chiffre structurel, en quelque sorte. Depuis 2014, il n'a pratiquement pas bougé. Gilles Gâteau, il y a deux éléments, deux indicateurs. Alors, on vient de voir le salaire, 8%, ce chiffre est intéressant parce que 15, c'est sur la globalité, puis quand on lime tout ça, on est à 8, mais c'est toujours pas bon. Et puis, il y a des éléments quand même qui sont liés au Covid, une situation d'épuisement professionnel à 36%, alors que précédemment, ils étaient à 23%, le chiffre était 23%, donc on a augmenté, et des femmes qui indiquent que la crise sanitaire a été synonyme de stress, d'allongement des horaires et de pression hiérarchique accrue. Ce qui d'ailleurs est très contradictoire avec l'idée qu'elles Il y a plus d'autonomie dans le télétravail. Et que par ailleurs, elles n'ont pas été récompensées de leurs efforts par un salaire moindre. Enfin, c'est pour clore notre page salaire. Qu'est-ce qu'on fait là aussi? Parce qu'il y a le télétravail heureux, joyeux, parce qu'on est en plein air, parce qu'on a un bel espace. Et puis, il y a eu ce télétravail un peu subi, un peu... Comment on réinvente ça là? Qu'est-ce qui se dessine là, dans les limbes? Alors, vous employez le bon mot de réinventer. D'une certaine façon, le télétravail subi à haute dose, pour ne pas dire à 100%, qui s'est imposé pendant cette crise sanitaire, n'est pas le bon modèle. Et c'est d'ailleurs pas l'aspiration des hommes et des femmes, hybride là maintenant, ni l'attente des entreprises qui ont besoin de faire vivre des collectifs de travail, qui ont besoin de collaborateurs qui se rencontrent et qui échangent, et pas seulement sur Zoom ou sur Teams. Donc, c'est maintenant que l'on va réinventer finalement en entrant dans un mode plus pérenne, plus durable, qui n'est pas le retour à la case d'avant, ça c'est fini. Ce monde au télétravail au compte-gouttes est terminé. Maintenant, il sera massif. On le voit, les accords d'entreprise. Même chez les TPE, PME, Gilles Gâteau, vos clients, parce que c'est souvent les entreprises qui hésitent un peu. Elles ont du mal à franchir le pas. Elles ont du mal, mais d'une certaine façon, on a vécu avec cette crise un tel accélérateur de la transformation qu'on a vu aussi que ça marchait. Donc maintenant, on va revenir à quelque chose qu'on va inventer, entreprise par entreprise, métier par métier et personne par personne, d'une certaine façon, de chercher et de trouver son bon équilibre. Je crois qu'il y a un enjeu qu'il ne faut pas sous-estimer. D'ailleurs, les organisations syndicales qui négocient les accords de télétravail en sont aussi conscientes quelque part. Tout le monde doit partager cet impératif. Il faut un collectif de travail
ça doit aussi vivre, ça doit exister. Ça ne peut pas exister que sur Teams ou en virtuel 100%. Donc c'est l'hybride, on est à l'heure de l'hybride, et dans le travail, ce sera l'hybride aussi. Ce qui est déjà une révolution. De demain, absolument. Un mot pour terminer, la suite pour ces cadres. Pour le dire en une phrase, si on devait pitcher ce baromètre que les gens doivent aller évidemment consulter dès aujourd'hui sur votre site, évidemment, et qui va être commenté par les médias, c'est quand même les cadres vont devoir se serrer un peu la ceinture. Il ne faut pas qu'ils rêvent trop pour l'année 2021-2022 parce que ce sera les contre-coups de la crise Covid. Qu'est-ce que vous leur dites aux cadres? Alors, aux cadres, qu'est-ce qu'on peut dire? 2020, pas une bonne année, mais pas une mauvaise année sur le plan salarial. C'est un peu comme le vin, c'est pareil. Pas trop de raisons de se plaindre, en tout cas, par rapport à ce que nous avons traversé. Finalement, on voit que dans les entreprises, on a plutôt préservé, même si... Une forme de résilience, finalement. Beaucoup de cadres ont aussi connu de l'activité partielle. La reprise très forte que l'on vit aujourd'hui, elle masque un certain nombre de disparités. Il faut y être attentif. Si on parle des jeunes diplômés, par exemple, oui, un mot. Voilà des jeunes diplômés qui arrivent sur le marché du travail. Eh bien, ce qu'on a traversé en 2020 et encore sur le début de 2021, avec un niveau d'offre d'emploi inférieur à ce qu'il était habituellement, eh bien aujourd'hui, dans la promotion qui est sortie l'an dernier en 2020, et même dans celle qui est sortie en 2019, on a des jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur job et qui sont déjà confrontés à la promotion 2021 qui est en train de sortir en ce moment et d'arriver sur le marché. Donc, et qui rafle la mise en quelque sorte. La situation des jeunes diplômés, je ne suis pas inquiet, on va dire, à moyen terme. Elle n'est pas très bonne. Elle va être très enviable à nouveau comme elle l'était avant la crise, mais dans le moment présent, elle reste difficile. Il ne faut pas désarmer trop vite le soutien. Et c'est pour ça qu'à l'APEC, on a relancé un plan de soutien aux jeunes diplômés pour 40 000 d'entre eux qu'on accompagnera d'ici l'été 2022. Parce qu'à ce moment-là, on est précisément dans ce moment où, à la fois, on a beaucoup de signes positifs sur le marché, mais il y a encore beaucoup de gens qui sont sur le carreau. Qui sont sur le carreau et qui peuvent effectivement se faire doubler par les promotions qui arrivent après. Eux sont dans une forme de décalage, dans une sorte de trou d'air, donc il faut les accompagner. Absolument. Et il y a un plan de soutien de l'APEC, vous faites bien de le signaler. Ce baromètre à lire attentivement sur les femmes, mais aussi sur les cadres, vous qui êtes cadre, la manière dont peut-être votre salaire va évoluer, ou pas d'ailleurs, en 2021, puisqu'on peut-être que vous reviendrez nous voir pour le baromètre 2022. J'en suis sûr. Merci Gilles Gâteau, directeur général de l'APEC, qui est une association, faut-il le rappeler, qui accompagne TPE, PME, les cadres évidemment, mais aussi les entreprises. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va accueillir quelqu'un qui vient régulièrement au Guéné Moginson. Elle est membre d'Entreprendre pour apprendre. C'est un très joli mot. Mais qu'est-ce que c'est que donc? Elle va tout nous expliquer.